Bienvenue pour ce nouvel épisode des Critiques d'Enzo, le podcast, et on se retrouve aujourd'hui pour le 11e numéro du podcast. 11 émissions qu'on parle de cinéma, et on continue en plus avec un upgrade. Je sais pas si vous l'entendez, mais normalement il y a un meilleur son, un son qui sature beaucoup moins, qui est beaucoup plus intéressant, donc j'espère que vous le sentez, j'espère que ça sera plus agréable à l'écoute, parce que oui, j'ai un peu investi, micro-chour quand même, ça fait plaisir, donc vraiment bel investissement ici, et c'est une émission qui fait que évoluer, et je vous remercie de l'intérêt que vous portez, parce que vraiment, que ça soit sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube même, on retrouve le public quotidien qui écoute les podcasts, et ça me fait très très plaisir. Aujourd'hui, on va s'attaquer à 3 grosses sorties dernièrement, dont une qui est sortie la semaine dernière, qui était sûrement une des plus grosses sorties de l'année. Je pense que c'est un des films qui va tout déchirer cette année, clairement, j'ai aucun doute là-dessus. C'est Michael qu'on va parler tout à l'heure, mais on parlera aussi de l'Alter Ego et de La Corde au cou, qui reste quand même deux gros films dont on a pu parler en ce début d'année. Petite information aussi, je vous invite à suivre tout ce qui va être YouTube, tout ce qui va être TikTok, tout ce qui va être Instagram. Dans quelques semaines, dans quelques jours même, je dirais, une annonce va popper sur une émission spéciale Spielberg, donc je vous avais déjà parlé avec Yohan Sardet. Je suis en train de voir pour amener une 3e invitée, et je dis bien une, en précisant bien, en appuyant bien sur une, parce que j'aimerais bien que ça soit une femme. On est en train de voir avec Yohan Sardet pour voir qui ramener, mais j'ai un contact très très intéressant que je vais essayer de contacter, parce que c'est le but d'un contact, et on va essayer de voir si c'est possible. La date sera prochainement annoncée, et dès que la date est annoncée, ça sera une date à mettre dans le calendrier pour être là sur Twitch, Enzo-CWS, et pour être là aussi sur TikTok. J'essaierai de faire un multi-live pour vous streamer ça des deux côtés. On va voir ce qu'on peut faire, mais en tout cas le but c'est de faire une grosse belle émission sur la carrière de Spielberg, et j'ai encore beaucoup de choses à rattraper d'ici là, mais ça vous allez voir, d'ici là j'espère avoir tout rattrapé et être à jour dans la carrière de Spielberg. Mais commençons directement avec le tout premier film qu'on va parler aujourd'hui. On a beaucoup de choses à dire. On va parler de Michael de Antoine Fuqua. Tu es sûr de toi? Tu es fort. Tu es magnifique. Tu es le plus grand artiste de tous les temps. Bon, par où commencer? C'est assez compliqué parce que je suis un hater du film. Voilà, je vous le dis d'avance. Non, je vais pas être méchant avec le film parce que c'est un film sur Michael Jackson. Juste, j'en ai marre des biopics. Je n'en peux plus des biopics. Et c'est très rare de voir un bon biopic. Je pense que vous êtes beaucoup à avoir détesté Bohemian Rhapsody. Bah, dites-vous que c'est pire. C'est pire parce qu'au moins dans Bohemian Rhapsody, on a une histoire. On a quelque chose qui se crée tout le long du film. On apprend des choses, même si 3/4 des choses sont fausses. On apprend des choses. Il y a un vrai intérêt. Il y a une vraie histoire à suivre pendant 2 heures. Là, c'est simple, ça dure 1 heure, non, ça dure 2 heures, 2h08. Et c'est 2h08 de concert, en fait. Passez votre temps sur YouTube à regarder des concerts, à regarder des vraies prestations de Michael Jackson, plutôt qu'aller voir un biopic de 2h10 où on voit que des fausses images de Michael Jackson. Je crois qu'en plus, il y a une grosse partie, c'est de l'imitation de voix et non la vraie voix de Michael Jackson, parce qu'il y a plein de problèmes de droit. Enfin bref, je crois que c'est un peu casse-gueule. La production du film est casse-gueule, hein. Ils ont quand même produit... Ça, c'est quand même l'histoire, moi, qui me fait rire, c'est qu'ils ont quand même produit le film. Ils ont quand même fait un film jusqu'en 1993, sauf qu'ils n'ont pas pu laisser parce qu'ils se sont rendus compte quasiment au montage qu'en fait, ils n'avaient pas le droit de diffuser des images, ou en tout cas d'interpréter le rôle de la victime dans les accusations de 93. Ils n'avaient pas le droit de l'afficher à l'écran, de créer un personnage, enfin de le faire jouer. Je sais plus exactement comment est la clause dans le contrat, mais c'est un peu compliqué. Et que dire de Michael? Vraiment, parlons du film en lui-même. Je parlerai de tout ce qui est accusation après, parce que je trouve que c'est important d'avoir 2 poids 2 mesures, parce que je trouve que les gens sont en train de s'entretuer comme de la merde pour des choses tellement ridicules. Je me suis pris des ferme ta gueule juste parce que j'ai osé dire que je trouvais ça important d'écouter les 2 versions de l'histoire, de voir qu'est-ce qu'on me dit d'un côté, qu'est-ce qu'on me dit de l'autre. Il y a quand même une histoire de pédophilie en jeu, il y a quand même des gens qui ont été victimes dans cette histoire, ou en tout cas présumées victimes, et oui, j'ai envie d'entendre les 2 côtés, oui, j'ai envie de me faire un avis. Quand je vois un film comme celui-ci, où pendant 2h30, enfin pendant 2h10 du coup, on nous fait la promo de Michael Jackson, le faisant passer pour un dieu, sans vraiment parler de tous ces problèmes qu'il y a autour, et je ne parle pas que de la possible pédophilie, je trouve ça triste. Je trouve ça triste parce que vraiment, rentrons
une nouvelle fois dans le vif du sujet, c'est un film qui ne raconte rien. Qui ne raconte rien alors qu'il a 1000 choses à raconter. Je paraphrase ce qu'a pu dire mes amis, alors ils sont amis que de mon côté, parce qu'ils ne me connaissent pas, mais les amis de Caméflex que j'écoute chaque semaine, ils parlaient du fait que Michael Jackson est peut-être une des personnes les plus intéressantes pour un biopic. Parce qu'il a une vie tellement complexe, il a été rejeté par une partie de la société, parce qu'il était tellement spécial, ou en tout cas, il était pas rejeté parce que c'était une des plus grandes stars, mais il avait une vie tellement solitaire, il était tellement malheureux, ce syndrome de Peter Pan, au mieux de nous montrer 15 fois la putain d'image du livre de Peter Pan. Vous pouvez pas nous le raconter d'une autre façon, je ne connais pas ce syndrome-là. Là, les gens connaissent ce syndrome grâce à Michael Jackson. Et tout le monde sait qu'il a le syndrome de Peter Pan, mais expliquez-le nous plus en détail, parce que à part voir un mec qui est juste déconnecté de la vie réelle, c'est tout ce que je vois dans ce film. Je ne comprends pas qu'il a le syndrome de Peter Pan, à part avec les inserts qui durent 10 minutes, les 15 000 inserts qu'il y a sur le livre Peter Pan. Je vois juste un mec qui a l'air d'être giga gogol, et sincèrement c'est infligeant à quel point ça ne marche pas, à quel point il y a un vrai problème là-dessus dans Michael. C'est un film qui va droit dans le mur parce qu'il ne raconte rien alors qu'il a peut-être le sujet le plus intéressant. Et oui, faut parler des accusations. Je pense qu'il y a d'autres moyens de parler des accusations qu'en montrant la victime. Je pense qu'il y a vraiment moyen de cinématographiquement parlant, en fait on est dans un monde qui est le cinéma, où on peut tout raconter de 1000 façons différentes. Il y a 1000 façons différentes de raconter qu'il a été accusé, qu'il l'a peut-être mal vécu, que c'était faux, que c'était vrai. De toute façon, ça prendra forcément un parti pris. S'il y a Michael partie 2 qui a l'air d'être en bonne voie, parce qu'il y a des images à Neverland et tout qui ont été tournées, si c'est le cas, je suis curieux de voir comment ils vont nous raconter, comment ils vont prendre, quel parti pris ils vont prendre. Force est de constater qu'on est sur un film qui fait de la propagande pendant 2h10, parce que, désolé du terme, mais moi, ma conviction personnelle, c'est il n'y a pas de fumée sans feu. Quand tu es en interview et que tu dis mot pour mot que dormir avec des enfants dans le même lit alors que ce ne sont pas des personnes de ta famille, c'est pas grave. Pour moi, il y a un problème. Il y a un problème mental qui n'a peut-être pas été jusqu'à la pédophilie, mais il y a un problème. Il y a un problème, et cette personne n'est pas le Dieu qu'on nous fait croire. Voilà, ça c'est mon avis personnel. C'est mon avis personnel. Maintenant, le mec est mort. Le mec est mort il y a quasiment 20 ans. On se rapproche des 20 ans. On va dire plus. On va plus dire. Ouais, ça fait 17 ans qu'il est mort. Ça fait 17 ans que le mec est mort. Est-ce que, à l'heure d'aujourd'hui, ça a un intérêt ou non de le juger coupable ou non coupable ? En vrai de vrai, malheureusement, non. Il est mort. Il a, je pense, un statut qui est... Déjà qu'on a du mal à déboulonner des mecs comme Luc Besson, alors que 3/4 de ses films sont des énormes pourritures et que le mec est une pourriture énorme. Voilà. Je pense qu'on va avoir du mal à déboulonner Michael, et on le sait, et point barre, j'ai pas envie de faire un procès à Michael Jackson. Le mec est mort. Genre, à partir de là... Voilà, sa musique sera toujours écoutée, et je pense qu'il est impossible de faire un procès à Michael Jackson à l'heure actuelle. Mais pourquoi pas traiter du sujet ? Pourquoi vouloir le mettre sous le tapis ? Alors oui, ils ont voulu traiter du sujet, mais on est, comme je l'ai dit, dans un monde du cinéma où on peut raconter tout de 10 000 manières différentes. Il y a tellement de possibilités de raconter des choses, mais pas que ça. Putain, il a une addiction. Le mec, il a quand même une addiction, aux antidouleurs, si je me trompe pas, qui développe, de ce que je comprends, de ce que j'ai pu lire aussi, parce qu'en fait, j'ai lu la page Wikipédia, j'ai appris plus de choses que dans ce film de merde. C'est que j'ai pu comprendre qu'il a une addiction à tout ce qui va être antidouleur après l'accident de quand il prend feu pour la pub Pepsi. Pourquoi tu nous le montres pas ? Excuse-moi, il nous le montre, il fait un insert sur une poche d'antidouleur où on voit une goutte tomber dans le sang de Michael, alors qu'au début il a dit non, je veux pas de ça. Waouh, ça c'est du gros cinéma, hein. Et en fait, c'est que des trucs comme ça. Le syndrome de Peter Pan qui peut être hyper intéressant. L'histoire autour de ces chirurgies, parce qu'on nous montre une chirurgie, mais on voit son visage évoluer tout le long du film, on nous montre plus rien. Alors je sais qu'il y a un mystère autour de Michael, mais en fait, ce mystère, sa famille le savent, je pense, très bien ce qui s'est passé. Pourquoi tu ne le racontes pas ?
Pourquoi tu ne le racontes pas? Et si vraiment, j'ai lu, mais Twitter est tellement un nid à merde et un endroit où on lit tellement de fake news à la journée, mais j'ai pu lire que c'était une maladie, en plus du Vertigo, non, c'est le film de Hitchcock, mais le fait que sa peau blanchisse, alors c'est marrant, moi j'ai toujours connu l'anecdote comme quoi, enfin pas l'anecdote, mais la rumeur comme quoi c'était un choix de sa part, mais du coup, pareil, cette maladie-là, pourquoi tu nous la creuses pas? Pourquoi t'en parles dans une scène pendant 3 minutes? 3 minutes, on t'en parle, hop, ça y est, on passe à autre chose. La chirurgie esthétique, exactement la même chose. Pourquoi ce n'est pas un truc où c'est un peu plus, documenté, un peu plus réfléchi, un peu plus mis en avant? Parce qu'en fait, je n'apprends rien sur Michael Jackson à la part qu'il avait l'air d'être juste bête en fait. Et c'est hyper triste parce que je pense plein de choses sur Michael Jackson, mais pas que ça soit un énorme gogol. Pourtant, le film, c'est ce qu'il montre. Parce que quand le mec, il dit 3 fois « Ah, je suis pressé d'aller faire mon nouvel album », il le dit à son lama, il le dit au chauffeur « Ah, j'ai hâte », et qu'en fait, on voit même pas l'album se faire, et qu'en fait, on passe direct à autre chose, on comprend même pas le génie du mec. La seule chose qu'on voit, c'est un mec qui performe sur scène, qui danse super bien, qui a une voix absolument géniale, et qui a eu un passé horrible. C'est factuel, c'est ce qu'on voit dans le film. Mais pourquoi tu nous montres pas le Michael Jackson créatif? Putain, s'il y a bien un truc qu'on peut mettre en avant chez Michael Jackson, c'est le fait que le mec soit un putain de génie créatif sur sa musique, sur sa façon de faire. En plus de ça, c'est un mec qui, de ce que j'ai compris pareil une fois, de ce que j'ai lu, parce que je ne suis pas fan de Michael Jackson, c'est une personne en plus de ça qui a une perspective, comment on peut dire ça, une vision artistique de son œuvre qui est propre à lui, où le mec a fait 10 000 versions de Thriller pour en arriver à une seule bonne. Enfin, sa préférée qui est celle qu'on connaît tous. Mais non, là c'est imagé avec des post-it qui sont mis sur un tableau, quoi. Et je suis en mode waouh, en fait le mec est autiste, et c'est pas dans le sens péjoratif du terme. C'est que le film peut laisser penser ça. Et je suis en mode, mais ça ne va vraiment pas, parce que je suis pas sûr qu'il soit autiste, quoi, Michael Jackson. Et c'est plein de choses comme ça. Et vraiment, je suis déconnecté du film. Ça crie partout que Jafar Jackson est un bon acteur. Putain, quand dans le même film, il y a putain de Colman Domingo qui vole la star à tout le film. Colman Domingo, ce soir, là, on va en parler 2 fois. Il est dans 2 films. Dans les 2 films, c'est limite le meilleur perso, hein, sincèrement. Vraiment, il est trop fort. Dans les 2 films, il est clairement trop fort. Mais c'est quand même fou qu'on parle de Jafar Jackson. Oui, c'est son premier film. Le mec ressemble à son oncle. Le mec est un Jackson. Tu as ça dans le sang, normal qu'il sait bien jouer Michael Jackson. Il joue son oncle. Et ça me rend fou parce que tout le monde est en mode « Ah, incroyable. » Non, il est sur du mimétisme tout le long. Il n'y a pas un jeu d'acteur, c'est du mimétisme tout le long. Des mimes qu'il a toujours vus dans sa vie, que je pense même ses sœurs, sa famille, pas ses sœurs, du coup ses tantes, son père, sa mère, doivent indirectement reproduire, parce que c'était la star de la famille, parce que je prends l'exemple de Janet Jackson. J'ai pu encore voir des images de Janet Jackson, pareil, qui n'est pas une personnalité que je connais beaucoup, mais Janet Jackson a beaucoup de choses de Michael Jackson. C'est normal, c'est sa sœur en fait, c'est la même famille, et donc tu chopes les mimiques quand tu traînes avec quelqu'un. En fait, lui, il a toujours vécu là-dedans, et c'est horrible de voir à quel point les gens se branlent sur des choses inexistante, se branle sur un film inexistant, se branle sur une performance inexistante, alors qu'il y a putain de Colman Domingo qui joue un excellent rôle, parce que c'est le meilleur développement de personnage. Joseph Jackson, c'est un gros connard, et à ce qui paraît dans la vraie vie, c'était encore plus un gros connard, et ils auraient dû aller encore plus loin et montrer à quel point c'est un énorme connard. Mais Colman Domingo dans le film est parfait, et ça c'est un gros problème que j'ai avec le film, c'est que c'est un film qui me promet de parler de Michael Jackson et qui parle en fait de Joseph Jackson, parce que je pense qu'on est sur 60-40 le ratio, 60% de Joseph Jackson, 40% de Michael Jackson. Bon, après il y a tout le reste, hein, forcément, mais en gros du gros, je pense que le ratio est similaire. Ses frères n'existent pas. Il y a tellement de choses qui n'existent pas. Son premier album, je crois, n'existe pas. Enfin bref, c'est une blague. Ce film est une blague. Et je le sais très bien que c'était un événement. Et moi, c'est peut-être ce qui m'a plu quand je suis rentré dans la salle et que j'ai pris ce truc de waouh, ok, c'est un événement. J'habite dans une petite ville de 20 000 habitants. Ma salle principale était remplie un mercredi soir. Sachez que dans ma ville, ils ne savent pas que les sorties sont mercredi soir. Enfin, en tout cas, c'est pas comme à Nancy, quand j'habitais à Nancy, où les gens savaient que le mercredi soir c'était les sorties, et donc du coup il y avait du monde en salle parce que c'était les sorties le mercredi soir. Dans ma ville, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que ils ont été éduqués dans le fait d'aller voir les films les week-ends principalement. Donc ça n'existe pas d'aller voir un film le mercredi soir, à part quand c'est Spider-Man No Way Home, enfin pas No Way Home du coup, Spider-Man
Si, c'est No Way Home. C'est No Way Home, cette grosse bouse. Ou Avengers, ou ce genre de choses. Mais quand c'est un film classique, ce n'est pas le cas. Là, Michael, il y avait du monde, c'était un événement. Je l'ai senti. Je l'ai senti vraiment énormément. C'était un événement. J'allais voir un film événement. J'ai passé un bon moment parce qu'en vrai, pendant 2 heures, mettre des musiques de Michael Jackson, c'est chouette. Malgré que c'est très moche, hein, il faut le dire. La réalisation, il y a 2-3 idées intéressantes. Mais il y a vraiment un gros problème. C'est très, 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 très moche. Il y a un bout d'un moment, il prend le singe dans ses bras. Genre, il y a la main qui traverse le singe. Il y a la main qui traverse le singe. On voit que le détourage est tellement mal fait parce que le singe, la girafe, c'est tellement nul. Vraiment, ça, il faut. C'était pour moi une des pires choses du film. Mais vraiment, le film m'a énervé. Le film m'a énervé parce que j'ai l'impression qu'on s'est fait prendre pour des cons tout le long. Et les gens aiment être pris pour des cons. Les gens aiment quand c'est pas de bonne qualité. Et par contre, Odyssey va sortir. Ouais, Nolan est surcoté. Bon, après, c'est les fans de ciné qui disent ça. Ils abusent aussi. Mais putain, ça, c'est un événement. Ça, c'est un film qu'on a envie de voir au cinéma. Moi, je vais dire les termes. J'adore Oppenheimer. Oppenheimer s'est fait chier dessus par une grosse partie des fans ciné. Je ne comprendrai pas pourquoi. Mais moi, j'adore Oppenheimer. Je trouve que c'est ce genre de bon blockbuster de qualité qu'on peut nous sortir dans le monde. Et bah putain, pourquoi les gens ne font pas ce qu'ils font avec Michael, avec Oppenheimer? Bon bah vous allez me dire parce qu'il n'y a pas Michael Jackson. Vrai, vous avez raison, c'est incomparable. Mais ça me fait chier. Ça me fait chier qu'on se branle sur un film aussi nul, d'aussi peu de bonne qualité, avec un jeu d'acteur aussi mauvais, avec des effets spéciaux aussi mauvais. 200 millions d'euros il a coûté le film, si je me trompe pas. Parce qu'il a coûté 150 et il y a eu 50 millions d'euros de reshoot. Vraiment démesuré parce qu'ils ont tourné les scènes avec le gosse et en fait le gosse n'avait pas le droit d'être représenté au cinéma, ce qui est une très bonne chose. Mais voilà, sur les accusations je rentrerai pas plus en détail, faites-vous votre propre avis, allez lire des choses, je sais qu'il y a des choses dans les deux camps et on n'aura jamais de vérité de toute façon, mais faites-vous votre propre avis. Pour moi on ne peut pas dire que dormir avec des enfants dans le même lit soit une chose ok, et là pour le coup c'est pas des oh il a dit que non, c'est Michael Jackson qui a dit ça en interview, et à partir de là pour moi il n'y a pas de fumée sans feu, excusez-moi, et le syndrome de Peter Pan peut prendre en charge des choses, je comprends qu'il ait un cerveau d'enfant, mais ça ne passe pas avec moi, et voilà, ça c'est mon opinion très très personnelle. Fini de parler de Michael Jackson, passons à quelque chose d'un peu plus qualitatif. On va parler aujourd'hui d'Alter Ego de Nicolas Charlet et de Bruno Lavenne. Bonjour, je suis Axel, votre nouveau voisin. Ouais, mais là, ça va... Non, c'est... ça va pas être possible, ça. Ah, tu vois le voisin derrière? C'est dingue, non? Ah, il ressemble à quelqu'un? Julien Courbet, c'est ça? Bon, parlons enfin de bon cinéma, parlons d'Alter Ego. Après être très très frustré, après avoir vu Michael, je me suis dit putain, il faut que je vois quelque chose qui me donne envie, quelque chose où vraiment ça me plaira. Et mon cinéma a décidé de diffuser Alter Ego. Et quel plaisir de voir ce niveau film de Nicolas et Bruno. Une belle comédie qui tire vers le satirique, qui tire vers... cet humour que j'aime vraiment beaucoup, que je peux retrouver à certains moments sur de la comédie comme Fabrice Eboué, où je trouve qu'il y a 2-3 trucs qui peuvent se ressembler, ou même de la comédie beaucoup plus développée qu'on peut retrouver. Enfin, c'est l'esprit Canal, hein, clairement, les nuls, les inconnus, ce genre de choses. Alors c'est un peu plus grand public que Nicolas et Bruno, mais c'est dans cette même veine. Et Alter Ego arrive à un moment donné dans le cinéma mondial. Alors bon, il arrive dans le cinéma français, mais ça concerne le cinéma mondial, c'est là où c'est très intéressant, où des films sur des doubles, il y en a eu 50 000 dernièrement. Mickey 17, on a encore eu Sinners où c'était très 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 mal joué, mais ça c'est un autre débat. Et ici, Laurent Lafitte propose la meilleure performance possible dans un film où on parle de duo, où le même acteur joue 2 personnages. C'est la meilleure possibilité, la meilleure mise en forme de ce procédé scénaristique qui est d'avoir des doubles. Alors, Sinners le fait avec des jumeaux, ici ils le font avec 2 voisins, où moi ce que j'aime beaucoup dans cette proposition, c'est qu'il est le seul à se rendre compte que son voisin lui ressemble. Tout le monde autour trouve qu'il se ressemble pas du tout, et je trouve ça très très bien parce que ça met un peu dans un état de psychose, que ça soit
pour le personnage principal et que ça soit aussi pour le public. Moi je trouve qu'il y a un vrai truc de putain, c'est frustrant, moi je le vois qu'ils se ressemblent, comment tu peux dire qu'ils se ressemblent pas? Et du coup ça te fait encore plus rentrer dans le film. Et parlons vraiment du film, rentrons dans le détail. C'est un film que je trouvais être génial en première partie, avec un enchaînement d'humour absolument fantastique. Je trouve que tout ce qui se fait autour de la fête, la crémaillère marche extrêmement bien, marche vraiment, vraiment très très bien. La seconde partie s'essouffle un tout petit peu, faut être honnête. Ça s'essouffle dans son rythme, ça s'essouffle dans son humour, ça s'essouffle un tout petit peu parce que ça veut raconter quelque chose. Et en fait, c'est un mal pour un bien. On est sur un film qui est extrêmement marrant, mais en fait, si ça raconte rien, c'est chiant. C'est chiant, surtout qu'on a quand même un espèce de twist, ou en tout cas, on a quand même une histoire à raconter avec ces deux-là. Comment ça va se terminer? Il y a une vraie interrogation. Et je trouve qu'il le conclut de la meilleure des façons. Par cette randonnée où il y a ce malheur qui arrive, par comment la fin est agencée entre le mélange des persos, on s'y perd même un peu, mais en fait c'est ça qui est hyper intéressant. Qu'est-ce que ce couple parfait cache? En fait c'est plein de petites interrogations comme ça qui est vraiment très très intéressant, et moi je mets vraiment en avant le fait que c'est un film à concept. On a un concept de base qui est cet alter ego, c'est ce voisin qui te ressemble, mais dont personne a l'impression que vous vous ressemblez, alors que toi, tu le vois et tu sais que c'est toi. Tu le sens que c'est toi. Et je trouve ça absolument génial de comment ce procédé ne s'essouffle pas. Alors oui, le film va perdre un peu en rythme parce qu'à un bout d'un moment, bah, c'est cool d'enchaîner une blague toutes les minutes parce qu'au début, c'est vraiment, vraiment ça. À un bout d'un moment, faut stopper, faut raconter quelque chose, mais ça aurait pu clairement se casser la gueule. C'est clairement ce genre de film d'horreur où on a un concept assez fort qui se casse la gueule en premier et qui permet du coup de casser un peu ce concept qui est très souvent très riche. Là, Alter Ego, c'est pas du tout ça. Alter Ego, ça va nous surprendre par comment ça développe son histoire, par comment ça intègre tel et tel élément. Et pour moi, c'est vraiment le gros point fort de Alter Ego. Je trouve ça vraiment, vraiment, je l'ai regardé. Il y a des vraies idées de mise en scène, il y a une idée de flou qui est là sur des plans larges que je trouve être hyper intéressant parce que c'est un peu la sensation qu'on a de nous d'être dans le flou. Niveau montage, c'est excellent. Même si, comme je vous l'ai dit, je trouve que ça perd en rythme et c'est dû un peu au montage sur la seconde partie. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Et l'humour, enfin vraiment, moi je trouve que l'écriture est géniale. C'est tellement marrant, c'est tellement marrant. Laurent Lafitte, pardon, excusez-moi, est monstrueux. Mais il est monstrueux, mais il est tellement monstrueux. Il encule toutes les personnes qui ont joué un double depuis des années. Pattinson, non. Sinners, non. Enfin, vraiment, il est le meilleur acteur double. Enfin, il est trop fort. Il est trop fort, ça colle trop bien, ça match trop bien. Au point même où c'est la réflexion qu'on a eue avec mon cousin de se dire qu'on a l'impression, un bout d'un moment, que c'est vraiment deux persos différents. Même nous, on y croit, à force. Tellement que c'est bien joué, tellement que c'est bien interprété, tellement que les deux personnages sont tellement différents. Au point où, pas spoiler, mais un bout d'un moment, ils s'échangent. Enfin bref, je rentrerai pas plus dans les détails, vous savez de quoi je parle si vous l'avez vu le film. J'y crois, je comprends que c'est lui qui est dans le corps de lui et pas l'inverse. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, qui est dans le perso et tout ça. Et ça marche vraiment bien. Et j'arrive à suivre et j'arrive à être à fond dedans. La bagarre finale est folle. La bagarre finale, on a tellement rigolé avec mon cousin. Et vraiment, j'ai passé une séance tellement plaisante, tellement... Enfin, vraiment, je n'avais pas ressenti ça depuis. Alors, Juste une illusion était très marrant, mais pas autant marrant, je trouve, dans le timing, dans cette idée d'avoir une vanne. La dernière fois, c'est Gérald le Conquérant. Gérald, c'était ça? Oui, c'était Gérald le Conquérant qui était vraiment dans cette idée-là. Sauf que, c'est ce que je raconte, c'est que généralement, quand tu as un truc comme ça, c'est qu'à un moment, ça s'essouffle et que tu n'as pas vraiment d'histoire. C'est peut-être le plus gros souci de Gérald le Conquérant, c'est qu'en fait, c'est pas marqué par son histoire. Là, tu as une histoire. Tu as une histoire qui est développée un peu tard, mais tu as une histoire qui est là, en fond, et qui marche extrêmement bien. Et vraiment, Alter Ego de Nicolas et Bruno, ça marche extrêmement bien. Et c'est vraiment, vraiment un excellent film à rattraper si c'est pas fait, parce que vraiment, c'est très, très bien. Parlons maintenant du dernier film que j'ai pu voir cette semaine. On va parler de La corde au cou de Gus Van Sant. What do you hear in Indianapolis? It is Tuesday, February 8th. I'm DJ Fred Temple. I thank you for listening. Mr. Temple, sir, you have a caller? I have dinner in 30 minutes is what I have. That Tony Kuritz's fella's on the line and he's asking to speak to you. The guy with the shotgun in the man's neck.
You should open with that shit, James. C'est un film que j'attendais énormément. Et c'est principalement pour ça que je vais être plutôt salé, malgré que j'ai donné une plutôt bonne note. C'est un thriller qui est sorti le 15 avril dernier, qui dure 1h45 et qui est de Gus Van Sant. Gus Van Sant, moi j'ai vu Elephant, que j'ai trouvé ça absolument génial. Je trouve que c'est une façon de parler de cinéma, c'est une façon de révolutionner le cinéma qui est grandiose. C'est un message très très fort avec très 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 peu d'idées de mise en scène. Enfin, il y a une idée globale de mise en scène, mais qui ne va pas être de l'esthétisation de l'attaque principale qu'on a dans Elephant. Et là, je m'y perds totalement. J'étais heureux d'aller voir la corde au cou. Et en fait, je ne m'investis pas dans le film avant les 30 dernières minutes. Ce qui est quand même très dommage. Parce que c'est un film thriller. Donc si t'es pas intrigué, si t'as pas un minimum de curiosité sur savoir comment ça va se terminer, en fait t'es pas du tout impliqué et t'es déconnecté du film. Et c'est exactement ce qui s'est passé, au point où à certains moments j'étais clairement à deux doigts de m'endormir tellement que c'était très lent, très répétitif, très ah là là, beaucoup de parlotte. Il y a vraiment un bout d'un moment on est chez lui. Ouah, c'est long, c'est beaucoup trop de parlotte pour ce que c'est. Et en fait, moi, le gros problème que j'ai avec ce film, c'est que je ne m'intéresse à personne. C'est un film qui, socialement, est hyper intéressant, parce qu'il parle de cette lutte des classes, de cette personne qui veut se venger d'une personne qui lui a fait du mal, qui l'a arnaqué, d'une personne, enfin vraiment, il le dit un moment, hein, c'est le petit pauvre qui s'attaque au richou. Et c'est hyper intéressant dans son dialogue. C'est un truc qui s'est passé là dernièrement aux États-Unis avec ce mec qui tue le mec qui s'occupe d'une mutuelle qui en fait arnaque plus les gens que les aide. C'est cette même chose. Mais ça ne marche pas parce que je n'ai pas d'intérêt. Je vois juste un fou qui est en train de braquer un richou qui en plus de ça, on n'arrive jamais vraiment à savoir. Ça a l'air d'être son père quand même, le gros connard, hein. Dans l'histoire, ça a l'air d'être moins lui, ou en tout cas dans le film, j'ai pas l'impression qu'on nous dit oh lui c'est un gros connard. Par contre le père qui est joué par Al Pacino, qui est insupportable. Voilà, je vous le dis, Al Pacino, j'ai trouvé ça nul à chier dans le film. Vraiment, je ne comprends pas l'intérêt d'Al Pacino. Personne est comme Al Pacino dans la vraie vie. Enfin bref, mais vraiment, genre, je me dis, il y a un truc qui ne colle pas, il y a un truc qui bloque. Je n'ai aucun intérêt, que ce soit pour le richou ou que ce soit pour le preneur d'otage. Je n'ai pas d'intérêt, je ne ressens pas de la sympathie. Je ne veux même pas les justifier. Vraiment, en fait, pour moi, le gros problème, et c'est la réalité des choses, parce que c'est comme ça que ça a été tourné, mais je vois juste un fou. Quelqu'un qui est médicalement... qui a médicalement besoin d'aide en fait, et c'est tout le problème du film, c'est que je ne suis pas en mode oh le pauvre. Je comprends sa révolution, je comprends totalement sa révolution. Le mec est à bout, il est pas à bout, il est malade mental, et c'est en plus de ça ce que la fin du film va nous dire. Alors c'est une histoire vraie, donc je vous spoil, mais c'est la réalité de la vraie histoire. Mais le fait qu'il soit acquitté, enfin qu'il soit non coupable parce que démence, montre à quel point le débat du petit pauvre qui vient prendre en otage le riche marche moins, ou en tout cas il est malade. Dans tous les cas, il est malade. Il serait riche, il aurait fait la même chose. Il est fou. C'est clairement ce qu'on nous dit, et c'est clairement comme ça qu'est tourné le film. Et j'ai pas l'impression que ça soit dit mot pour mot. La pauvreté de ce monsieur, le malheur de ce monsieur l'a transformé en fou. C'est pas comme ça que je le comprends, parce que beaucoup l'ont comparé au Joker, mais le Joker c'est ça. Si je me trompe pas, l'origine story du Joker c'est ça. Il est tellement devenu fou parce qu'il était pauvre, parce que, enfin pas parce qu'il était pauvre monétairement parlant, mais parce qu'il était pas bien dans sa vie. Ou alors c'était peut-être un fou de base. Mais du coup, enfin ça annule beaucoup. Enfin, je trouve que le débat qui en découle sur c'est un justicier mais il est fou, je trouve qu'il se casse un peu la gueule, quoi. Si on aurait dit que tous les révolutionnaires, alors on l'a dit au moment là, mais en 1789, si tous les révolutionnaires seraient encore historiquement parlant à l'heure d'aujourd'hui juste des gros cinglés, ça n'aurait pas du tout le même impact, la révolution. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que c'est incompatible. Et je trouve que le film est incompatible avec le message qu'il essaye de faire passer, qui est un excellent message. Je le pointe du doigt. C'est un excellent message. Un excellent message pour le cinéma, enfin de message de cinéma qui peut être très intéressant. Et c'est dommage. C'est dommage parce que
Parce que je trouve que ça raconte rien d'intéressant. Je comprends la morale de fin, qui n'est même. Enfin, pas la morale de fin, parce qu'au contraire, je trouve que la fin est un peu bâclée. Genre, les 5 dernières minutes, je suis en mode, je ne comprends pas. Je comprends pas où tu veux m'emmener. Je ne comprends vraiment pas où tu veux m'emmener parce que. Bah, il n'y a pas d'issue là. Enfin, il n'y a vraiment aucune issue possible. Juste, c'est un fou. Il faut qu'il soit interné. Et c'est ce qui se passe dans la vraie vie, hein. Il a été à l'hôpital psychiatrique pendant des années. Et quand ils ont voulu le libérer, sous condition qu'il se fasse telle et telle thérapie, il a dit non. Donc, enfin, voilà, vous voyez la gueule du fou, quoi. Et du coup, c'est trop chiant parce que moi, j'ai envie de m'intéresser à quelqu'un. J'ai envie de prendre parti dans cette histoire. J'ai envie d'avoir politiquement, même cinématographiquement parlant, j'ai envie d'avoir un point de vue. J'ai envie de prendre parti, quoi. À aucun moment, je prends parti. Parce que j'en ai rien à foutre. Parce que je n'arrive pas à avoir de l'insympathie pour un, pour l'autre. Je n'arrive pas. Et c'est dommage parce que je trouve que c'est un excellent film de gaucho. Ça, voilà, c'est ce genre de film que j'aime bien. Mais très, très mal traité. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est la mise en scène. Je sais pas si c'est l'histoire vraie aussi qui est. Est-ce qu'avoir ce message-là sur cette histoire-là était pas casse-gueule? Parce qu'en fait, quand on compare cette histoire-là et l'histoire qu'on connaît avec le mec de la mutuelle américaine qui s'est fait tuer, bah, je trouve que c'est 2 poids 2 mesures. Et en fait, dans la vraie histoire de l'Américain qui a tué l'autre Américain, j'ai de l'empathie pour quelqu'un. Pour quelqu'un qui a vu, je crois, sa grand-mère décéder à cause. Alors qu'elle a payé toute sa vie et que personne a voulu payer les soins. Je crois que c'est un truc comme ça. Mais je comprends, je comprends. Là, je vois juste un fou. Je vois juste un fou qui l'aurait fait, même s'il aurait eu de la thune, qui aurait trouvé d'autres victimes si quelqu'un lui aurait pas niqué sa vie. D'autant plus que le fait de catégoriser ce perso-là comme fou met une grosse interrogation sur est-ce que ce qu'il raconte est vrai. Parce que je trouve que le film n'éclaircit jamais si l'arnaque est vraie ou non. Si il a vraiment vécu ce qu'il dit, ou en tout cas, c'est en tout cas, s'il s'est fait arnaquer comme il le dit, et je trouve ça très problématique, parce que du coup, ça annule complètement le message de ton film. Et c'est pour moi le gros problème de l'accord de coup. C'est pas mauvais, surtout la dernière partie qui est vraiment excellente, mais en tant que film, en tant que ce que ça veut raconter, pour le message que ça veut passer, bah c'est plutôt compliqué. Après avoir parlé de la corde au cou et des 3 films de cette semaine, on va parler ensemble des sorties de la semaine. Et on a 3 grosses sorties cette semaine. Une sortie qu'on attend depuis Cannes, une sortie qu'on entend parler depuis très 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 longtemps, et une sortie un peu plus discrète. On aura Le Diable s'habille en Prada, le 2e volet. Moi, je vous parlerai du 1 et du 2e directement. Les 2 sont réalisés par David Frankel, donc ça, c'est plutôt intéressant. Moi, je savais pas à quoi m'attendre pour le Diable s'habille en Prada 1, le tout premier. Et j'ai regardé les retours tout à l'heure et ils sont plutôt positifs. Les gens disent que c'est plutôt vraiment bien. Et je pensais que c'était vraiment une énorme boost. Donc je suis plutôt surpris. Donc je vais aller découvrir le premier et je découvrirai le 2 au cinéma jeudi et je vous en parle vendredi. On a aussi Die My Love de Lynn Ramsay. Moi, j'ai vu A Beautiful Day qui était vraiment un très très bon film, qui était parfois un peu lent, un peu compliqué, enfin un peu... J'avais un peu plus du mal à m'immerger dans A Beautiful Day, mais c'était plutôt chouette. Là, toutes les personnes qui l'ont vu ont un avis très très fort. Soit on aime, soit on déteste, soit on adore. J'ai vu très peu d'avis au centre. Je suis très curieux de voir ce que ça donne. J'adore le duo d'acteurs Pattinson et Jennifer Lawrence. Ce sont 2 acteurs que j'aime beaucoup, donc je suis curieux de voir leur synergie à l'écran, de voir comment ça fonctionne entre eux. Pressé de voir le film Die My Love, qui est vraiment mon attente de la semaine. Et le dernier film, c'est Okum de Damien McCarthy, qui est un film d'horreur qui reprend des mythes irlandais, si je ne me trompe pas. Les retours que j'ai vus sur le film sont extrêmement positifs. J'ai vu très très peu de retours négatifs. Je pensais à un énième film d'horreur un peu daube. Et en fait, de ce qu'on m'a dit, c'est vraiment vraiment très très bien. Donc peut-être que j'irai le voir, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, parce qu'après, la semaine prochaine, il n'y a plus beaucoup de grosses sorties. Donc ça sera peut-être en rattrapage la semaine prochaine. Mais voilà, on a dit vraiment beaucoup de bien de Okum. Donc on verra ça la semaine prochaine. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, la semaine prochaine, c'est vendredi. Vendredi soir, vous aurez l'émission Les Critiques d'Enzo, le podcast, directement sur YouTube et sur les plateformes de podcast. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir l'émission qui sera disponible. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne émission. J'avais beaucoup de choses à dire, surtout sur Michael. Donc, je suis content d'avoir pris le temps pour vous dire ce que j'avais à dire. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à écouter le podcast, que ce soit sur les plateformes de podcast ou que ce soit sur YouTube. N'hésitez pas aussi à venir me suivre sur Insta, sur TikTok, Les Critiques d'Enzo. Je crois que c'est les 2, c'est les.critiques.enzo. Et à venir me suivre sur Twitch, Enzo-CWS, pour suivre toute l'actualité. On parlera de cinéma de plus en plus
Pour l'instant, encore, il n'y a pas eu de stream parce que ça a été des semaines très mouvementées. Encore cette semaine, ça va être compliqué, mais dès la semaine prochaine, on va stream, on va prendre un rythme pour stream et pour parler de cinéma ensemble sur Twitch. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir suivi ce numéro. On se retrouve vendredi soir pour parler de la semaine cinéma. À vendredi et bonne semaine de cinéma.